Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors oui, vous avez lu le titre, vous prenez peur, ne vous inquiétez pas, vous allez en savoir plus dans quelques instants, après quelques sujets, mais je ne vais pas vous faire attendre davantage, on commence maintenant. Dans le journal de la semaine dernière, je vous présentais nos victoires ramenées de Londres, et je vous avais posé la question, quel produit qui vous intrigue le plus, que vous aimeriez goûter? Et à ma grande surprise, celui qui a remporté le plus haut suffrage, et de très très loin, c'est lui, le jambon blanc de chez Marks & Spencer. Alors je dis à ma grande surprise parce que effectivement, moi le jambon blanc ça me fait pas vibrer comme concept. Alors je dis pas que c'est pas utile pour créer des sandwichs, pour des trucs, c'est très bien que ça existe, aucun souci là-dessus. Mais disons que j'ai pas de nostalgie de ça. Bon, déjà, j'ai pas beaucoup de nostalgie de produits carnés, ça c'est certain. Mais dans charcuterie, le jambon, voilà. Mais bon, il y a peut-être un attachement particulier pour vous, et je le respecte. Donc, aujourd'hui, pour vous, je vais goûter le jambon blanc de Marks & Spencer. Alors, voyons déjà de quoi il en retourne visuellement une fois le voile de l'emballage retiré. Voilà, voilà. Donc, on a 4 petites tranches, hein, ça reste assez modeste. On a un différentiel de texture et de couleur au niveau central, et un bord qui voudrait nous faire penser à une bordure de gras, mais c'est pas du tout du gras, hein, c'est encore une masse solide. C'est souple, déjà, ça se comporte bien. Je trouve que visuellement c'est convaincant, hein. Bon, je vous montre de plus près. Voilà, c'est pas mal. Alors, il y a un nez qui fait penser à du jambon blanc, et une arrière-odeur qui me fait penser à de la protéine végétale. Donc, c'est une note un peu de céréales particulière. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ah, ça sent bon, ça sent bon. Allez, test. Ah, on le déchire, et il se comporte plutôt bien. Je vais prélever ce petit morceau qui va me servir de test gustatif. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est même plutôt agréable, hein. C'est bon, mais ça me rappelle pas le goût du jambon blanc. Je sais pas, il y a une sucrosité générale qui se dégage du produit. Après, on sent le côté aromate qui sont dans la cuisson au courbouillon d'un vrai jambon, hein, c'est normal. Donc on le retrouve, mais dans l'ensemble, oui, il y a un côté très rond qui me donne un peu trop de sucrosité sur les papilles. Ah bon, effectivement, dans du pain avec une margarine demi-sel, un peu de moutarde, tout ça, je pense que ça fait la blague, hein. La texture est très très cousine, hein. Elle est relativement humide, mais avec cette sécheresse particulière. Donc il n'y a pas le gras autour, ce qui est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas de déchets. C'est friable. Enfin, la texture est réussie. La texture est vraiment... j'ai jamais goûté un jambon végétal à l'heure actuelle qui soit aussi bien fait. Quoique, on attend nos amis de la vie pour vraiment pouvoir comparer, mais j'avais goûté un proto et c'était quand même très bluffant, beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Et ouais, là, le produit, il est peut-être adapté au concept de jambon cuit anglais, que je n'ai jamais eu l'occasion de goûter dans ma jeune vie. Donc j'aurais pas ce point de comparaison. Maintenant, si on compare avec le jambon blanc de Paris, le grand classique, c'est beaucoup plus rond, moins salé. Et donc c'est assez différent en termes de sensation
de profondeur. Mais c'est pas mauvais. Et je vous dis, dans un sandwich, je suis sûr que ça a parfaitement sa place. En guise de conclusion, je vous dirais, ça se goûte, mais n'ayez pas de regrets sur le fait qu'on n'ait pas ce produit marqué Spencer en France. Parce que, voilà, je me déplacerai pas pour, et j'en rachèterai pas. Je suis content d'avoir goûté, mais ça va pas me laisser un souvenir incroyable. Et puis surtout, encore une fois, la vie va sortir un jambon blanc vegan, particulièrement réussi. Enfin, du moins, je ne connais pas la dernière version, mais déjà, les avancées à l'époque étaient vraiment topissimes. Donc, j'ai bien confiance dans le fait qu'on ait un produit français hautement qualitatif qui corresponde vraiment aux attentes des amateurs de jambon blanc. Donc ça, restez confiants. Une semaine, un nouveau resto. Et oui, c'est la règle. Donc, cette fois-ci, je vous emmène dans un établissement auquel je suis déjà venu, mais de manière très rare, il y a très longtemps. Et rien qu'en arrivant, j'ai vu que ça avait complètement changé. Ce restaurant, c'est Body Vegan. Et Body Vegan, c'est des spécialités asiatiques, principalement vietnamiennes. Tout est 100% vegan. Bon, en même temps, en s'appelant Body Vegan, ça aurait été assez malvenu qu'il y ait des trucs un peu louches. Tout va bien, tout va bien. Donc je vous le disais, c'est principalement vietnamien, mais j'ai vu dans la carte qui est assez conséquente qu'il y a aussi des spécialités d'autres pays asiatiques. Mais bon, on va peut-être se concentrer sur le Vietnam quand même. Donc comme je vous le disais, la carte, elle est très conséquente. Hein. Voilà, voilà, voilà. Encore une page quand même. Voilà. Bon, bref, il y a du choix et la difficulté forcément, c'est de faire ce choix. Et ben, on va étudier la question. Ça y est, on l'est fixé. Ça a pris un certain temps hein, de se concerter pour savoir qui allait prendre quoi. Moi, je vais partir sur la salade maison, qui est la salade Body. Elle a bien nommé, et on est sur une base de champignons pleurotes frits, échalotes, poivrons, carottes et choux blancs. Avec les petites pleurotes frites, ça peut être sympa. Laura, elle est restée beaucoup plus conservatrice. Elle est partie sur la salade de papaye. Voilà. Ah, j'adore, j'ai failli prendre ça. Mais je lui ai laissé la primauté de la dégustation. Et puis alors ensuite, c'est à mon tour d'être très classique. J'ai pris la soupe feu. Ça, c'est indémodable, j'adore ça. J'adore ça. Et Laura, elle a pris un mélange de tofu et de poulet végétal grillé sur plaque chauffante. Oui, ça a l'air bien. Donc vous l'aurez compris, hein, la grande spécialité de ce restaurant, c'est de travailler sur des simili-carnés, avec des simili-viandes, des simili-poissons. Il y a plein de spécialités traditionnelles qui ont été végétalisées. C'est pas un concept qu'on ne connaît pas, mais il y a toujours l'art et la manière d'accommoder ces simili pour en faire quelque chose de particulièrement savoureux et authentique. Donc on va voir si le défi est bien relevé. Et alors, derrière moi, il y a un congélateur avec plein de simili carnés, donc surgelés, que je n'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, il faut être curieux, il faut avoir envie effectivement de cuisiner ce type de produit. Moi, généralement, je suis plutôt intéressé. D'ailleurs, je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps de produits asiatiques et vous étiez quelques-uns à me rappeler l'existence de Pakai, qui est pas très loin de chez Tang Frères. Donc oui, je vous rassure, je connais très bien ce magasin, j'en ai parlé il y a plus de 10 ans et c'est très très sympa. Il faut juste fouiller, être curieux et savoir les cuisiner. Ça y est, on est servi. Et déjà, je peux vous dire une chose, ma salade Body, elle me fait de l'œil. Visuellement, c'est appétant. On voit les morceaux de champignons frits avec l'ensemble, le chou, tout, enfin, voilà, tout ce qui est décrit, je le vois. Et surtout, j'ai hâte de goûter ce champignon. Ouh là là.
ça tient ses promesses. Ça me plaît beaucoup. On a un bon contraste entre les légumes qui sont frais, avec le côté croquant, et puis ce champignon qui est légèrement tiède, parce que c'est pas brûlant non plus, qui est pané, qui a une texture. Alors, la pleurote, c'est un peu particulier comme texture, presque gluant. Mais moi j'aime bien. Justement, avec la panure, ça donne un contraste particulier en bouche. L'assaisonnement est juste à l'équilibre. On ne pourrait pas que ce soit plus sucré, mais on est sur une sauce qui est assez savoureuse, légèrement pimentée. La menthe, très bien. Et alors l'échalote, ça relève et ça change. La première fois que je vois de l'échalote dans une salade comme ça. Bref, je suis content. Je vais quand même être quelqu'un de sérieux et goûter la salade de papaye de Laura. Hmm. Parfait. On est vraiment sur les codes classiques. C'est bien fait, c'est bien assaisonné, c'est croquant, c'est frais en bouche. Alors, c'est vrai que moi, la salade de papaye verte, j'aime bien quand elle est très pimentée. Là, c'est très très léger. On est en France, donc je suis pas étonné. Je suis même pas déçu. Et c'est très tolérable, je pense, pour les gens qui sont un peu sensibles. Alors, le chef nous a aussi proposé une assiette de ses spécialités, les crevettes panées, avec sa petite mayo. Généralement, moi, je suis pas convaincu sur les crevettes, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais ça a bonne réputation, donc on va voir si c'est à la hauteur. C'est sympa. On a vraiment un bon goût croustillant à l'extérieur, la panure est très réussie, elle est parfumée. La simili crevette à l'intérieur a une texture assez tendre, qui effectivement peut faire penser à une chair de crevettes, de grosses crevettes. Par contre, en termes de goût, c'est vraiment tout est dans la panure. Le simili lui-même est assez neutre. Par contre, la petite mayo à côté, j'avoue qu'elle est très agréable. Donc, ouais, voilà, si vous êtes curieux, je vous recommande, parce que c'est plutôt réussi. Voilà, ma soupe feu est servie et elle correspond à tous les codes que j'attendais. On a le basilic thaï frais, les herbes, on voit le tofu, mais aussi différents simili carnés, un bouillon qui a l'air un peu riche, et puis j'ai les germes de haricots de soja. Et les nouilles au fond, je suppose, je n'ai pas encore été fouillé, mais je vais d'abord, tout de suite, sans plus attendre, goûter le bouillon, parce que dans une soupe feu, tout est dans le bouillon. Ah si, les ingrédients aussi, c'est important, mais si le bouillon est raté, le reste, bon, allez, tous mes espoirs sont concentrés dans cette cuillère. Ça va bien se passer. Voyons un petit peu ces différents simili. Ça va être difficile de vous les décrire visuellement. Voilà, hein, j'ai un petit morceau, une fibre allongée. Mmh. C'est très tendre. C'est gorgé avec le bouillon. C'est savoureux. Très doux en bouche. Ensuite, j'ai ça là. Il y a une sorte de grand saucisson qui a été recoupé en tranches et en deux. Mmh. Là, on a plus une texture de jambon avec une note un peu fumée. Mmh. Sympa. Bon, ça, je pense que c'est du tofu. C'est du tofu. Ça, ok. Et alors là, j'ai un autre truc. Ah, ouais, c'est une demi-sphère, alors. Je l'ai, mais ça glisse. Ah, c'est technique. Oui, je me bats avec ma boulette. Et alors? Je l'ai piqué. Oui, j'ai triché, bon, d'accord.
Mmh. Pareil, c'est une texture totalement différente, avec un peu plus de rebond, une mâche plus solide et un parfum plus profond, qui pourrait peut-être faire penser à des boulettes un peu de poisson. Mmh. Intéressant, intéressant. Les nouilles. Mmh. Parfait. J'attendais pas moins de ce plat. Moi, la soupe feu, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et j'ai encore la nostalgie d'une soupe feu d'un ancien restaurant qui n'existe plus à Paris, qui était absolument dingue, qui a été un petit peu mon maître étalon pour savoir si c'est bien ou pas. Et là, c'est pas pareil, mais le cousinage est là et ma satisfaction est grande. Alors moi, mon conseil, quand vous voulez manger une soupe feu, alors toutes les soupes dans lesquelles il y a des nouilles, c'est boire le bouillon d'abord pour éponger, faire baisser le niveau au maximum pour enfin déguster les légumes, les nouilles et tous les éléments solides. Comme ça évite qu'on en mette partout parce qu'à chaque fois que vous tirez une nouille, un morceau, bah, ça gicle. C'est un feu d'artifice. Donc je ne me fais pas avoir. Bon, est-ce que le plat de Laura est bon? C'est une bonne question et je ne vais pouvoir répondre à cette problématique que partiellement puisque elle n'a pas laissé grand-chose. Alors j'ai un peu de champignons, un peu de poivron, un petit peu de... Voilà, bon, c'est mariné dans la sauce. Oui. C'est très bon. Mais alors, le cœur du sujet étant le tofu et le poulet végétal grillé, ça, voilà, je ne pourrais pas vous dire. Mais vu l'état de son plat, je pense que la réponse est très claire. Elle a adoré. Elle a dévoré le truc. Donc, c'est bon signe. Et là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas elle-même? Ah, il y a des jours où elle a envie, il y a des jours où elle n'a pas envie. Il faut respecter. Ah, les amis, bah, je suis content. Je suis content parce qu'en fait, on est vraiment sur un repas qui est plein de saveurs. Et un beau jeu de texture aussi, hein, sont les différents éléments. Moi, c'est vraiment les deux combinaisons magiques que j'apprécie le plus. Texture, saveur, savoir-faire. Et là, je suis ravi. Alors oui, effectivement, vous me direz, la soupe feu au mois d'août. Bon, il y a plus frais. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Vous croyez que le Vietnam, il fait moins 10 ou quoi? Non, c'est une soupe qui est adaptée justement aux températures comme on a aujourd'hui, je pense. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et oui, ça donne un petit coup de chaud, mais on se sent bien. On se sent pas lourd. C'est un bon équilibre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va prendre un dessert? On va en discuter. Bon, alors finalement, oui, je prends un dessert, mais que moi. Laura n'a plus faim. Et j'ai décidé de prendre le gâteau à la poire. Oui, c'est pas très asiatique, mais ça m'a fait de l'œil. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un gâteau tout simple à la poire. Parce qu'effectivement, les desserts à base de tapioca, de lait de coco, de mangue, souvenez-vous dans les dernières vidéos où j'étais dans les restaurants asiatiques, c'est à peu près le genre de dessert. J'aime beaucoup, mais j'avais envie de changer. Allez, c'est parti. Alors, il est servi avec un petit sirop, un coulis de je ne sais pas quoi. Mmh. Nickel. Mmh. Simple, efficace. Le gâteau est bon. La pâte est assez tendre. Elle est pas très aérée, mais c'est pas pâteux. C'est pas bizarre. Justement, ça me rappelle un autre gâteau dans un autre resto. Bref, ça me plaît. C'est exactement ce que j'espérais et c'est ce que j'ai. Bon, bah les amis, ça y est, un bon repas qui s'achève. Alors, je vous avouerai que la fois où j'étais venu, il y a très très longtemps, j'avais pas été plus convaincu que ça. C'était bon, mais c'était pas un endroit où je me disais, ah tiens, j'ai envie d'y aller et de ramener des gens. Alors que là, eh bien, je me suis régalé, Laura aussi. C'était frais, c'était beau, c'était agréable. On est dans les grands classiques, très bien maîtrisés, c'est délicieux, c'est complètement vegan, ça fait plaisir. Donc oui, je peux sans sourciller vous recommander chaudement de venir chez Body Vegan pour déguster
De la cuisine vietnamienne authentique, oui, mais véganisée, comme il se doit. Le véganisme ne sert à rien. Alors derrière cette affirmation volontairement provocatrice, se cache finalement le fruit d'une réflexion que je me fais, que j'avais envie de partager avec vous, qu'on y réfléchisse ensemble. Voilà mon constat. Depuis un certain temps déjà, on nous affirme que le véganisme est une solution à tous les maux du monde. C'est bon pour les animaux, c'est bon pour la planète, c'est bon pour notre santé. Bref, ça n'a que des vertus. Et beaucoup de gens y croient dur comme fer. Parce que, fondamentalement, c'est vrai. Sauf que, statistiquement, c'est une autre histoire. Adopter un mode de vie vegan, c'est ce que j'appellerais un peu le minimum syndical. Vous engagez dans une voie responsable, éthique, qui est a priori en accord avec vos convictions. Et quelque part, c'est plus un enjeu moral qu'une action efficace. En effet, le fait de refuser de consommer des produits d'origine animale, de refuser l'exploitation, donc de ne pas soutenir financièrement ces activités ou ces productions, ce qui est un peu le fer de lance du véganisme, c'est simplement être en accord avec ce qu'on ressent et mettre son argent là où on le souhaite. Pour autant, est-ce que ça a un effet réel sur le marché et sur la condition des animaux? Et je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur ce type de site vegan qui mettent en avant des statistiques avec des champs où vous rentrez le nombre d'années ou de mois depuis lequel vous êtes vegan, et on vous sort à la fin le nombre d'animaux que vous avez sauvés grâce à votre bonne volonté. Et malheureusement, il y a un biais. Vous n'avez sauvé aucun animal, ni vous, ni moi. On ne sauve pas des animaux en ne les consommant pas. On ne fait que les laisser tranquilles. Nous, en tant qu'individus. Mais derrière, il n'y a pas moins de production d'élevage, il n'y a pas moins d'abattage, il n'y a pas moins de maltraitance, il n'y a pas moins de viande sur le marché. Donc, quand on ne mange pas un morceau de steak, on ne contribue pas efficacement à sa non-production. Ça, c'est une illusion complète. Et c'est même une sorte de malhonnêteté intellectuelle. Alors, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, mais si on peut observer une réelle baisse de consommation de viande en Occident, on voit effectivement que le mouvement flexitarien est en plein essor, qu'il y a de plus en plus de végétariens et de véganes, donc que la consommation de viande est en régression. En revanche, sa production s'intensifie parce que différents pays émergents ou différentes puissances, comme la Chine, importent massivement de la viande depuis les pays étrangers, entre autres l'Europe et la France. Alors que faudrait-il en conclure? Qu'il faut arrêter de vegan parce que ça ne sert vraiment à rien? Non, non, certainement pas. C'est pas la teneur de mon propos. C'est juste qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses et quelle est la force de nos convictions et comment on imagine le monde. Parce que je parle bien d'imaginer un futur potentiel et non pas se draper de vertu par rapport à une action présente. Ce qui est visé, c'est l'avenir, c'est pas notre réalité actuelle. Aujourd'hui, on est à un état quasiment nul. Pourquoi? Parce qu'on est très peu. Et c'est là que j'aimerais que chacun prenne bien conscience que son action individuelle ne concerne finalement que lui et sa conscience. Car finalement, le but du jeu, c'est peut-être de changer le monde, mais au quotidien, c'est de pouvoir aussi se regarder dans le miroir en étant digne et en accord avec nos idées. Et c'est déjà énorme, c'est déjà énorme.
combien de personnes sont mal dans leur peau parce que pas alignées avec leurs idées. Donc si on a effectivement cette conviction que l'exploitation animale est mal, est nuisible et doit cesser, le minimum, comme je vous le disais, le minimum syndical, c'est de ne pas être complice, c'est d'arrêter. Ça ne changera pas la face du monde, mais au moins, envers soi, on sait qu'on aura fait ce qu'on estime juste et bon. C'est déjà pas mal. Donc, ce vieil argument du l'animal est déjà mort, donc autant le manger, n'est pas moralement acceptable pour un vegan, mais dans la réalité, c'est factuel. On ne fera pas revenir l'animal, il n'aura pas moins souffert, sa dépouille est là et elle est consacrée à l'alimentation. Quel est notre rôle finalement pour essayer d'inverser cette donne? Eh bien, je dirais l'exemplarité. Être vegan, c'est un engagement total, c'est une philosophie de vie qui est réaliste, qui est applicable et qui nécessite, pour moi, une rectitude. Et c'est ce côté exemplaire, admirable et réaliste qui fait que d'autres personnes peuvent se dire « Tiens, c'est pas con, et finalement, ça a l'air sympa, moi aussi je vais m'y mettre. » Alors, ça c'est la surface, après il va falloir aller un peu plus loin pour justement que les idées soient plus en profondeur, parce qu'on en connaît, hein, des véganes qui ont changé d'opinion en cours de route. Comme quoi la force de conviction n'est pas forcément suffisante. C'est triste à dire, mais là aussi, c'est factuel. Et c'est peut-être aussi, je pense, que certaines personnes finissent par comprendre que oui, l'action du véganisme simple ne sert pas à grand-chose et que finalement, se priver en tant qu'individu de choses qu'on aime, même si j'ai un peu de mal avec ce concept, bah oui, effectivement, ça sert à rien, donc pourquoi se priver? Quoi que je puisse en dire, si le véganisme en termes de philosophie globale n'a pas une grande efficacité sur ce qui résonne sur le monde, en revanche, le changement climatique, et une de ses raisons principales, à savoir la production de viande, elle est dans le collimateur de différents organismes. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup du GIEC et de ses recommandations qui ne sont suivies par aucun gouvernement, mais c'est justement là que ça se joue. Il y a une prise de conscience globale. Maintenant, il faut qu'il y ait une possibilité d'application et il faut un engagement politique. Donc, on peut être vegan et à la fois avoir un engagement de terrain pour faire changer les choses, même si ce n'est pas forcément pour les causes qui nous importent le plus. Alors oui, certes, on pourra bien regretter que ce n'est pas une question d'empathie envers les animaux, de respect du vivant, qui fera que les gens vont arrêter de manger la viande, mais bien une nécessité dictée par un problème global et qu'à un moment ce n'est plus tenable et qu'il va y avoir obligatoirement des actions mises en place pour en faire en sorte que les gens arrêtent de manger de la viande ou du moins en mangent très peu. Et ce ne sera pas pour des bons sentiments, ce sera juste pour sauver ses fesses. On pourra le regretter. L'effet positif derrière, c'est que oui, l'élevage, à terme, risque bien de disparaître. Et donc, des victimes en moins. On peut le souhaiter. Et j'espère qu'on va aller dans cette voie. Même si, je sais, pour beaucoup d'entre vous, l'engagement moral n'est pas présent. Et du coup, ça retient un peu de la valeur. Mais j'ai tendance à dire que peu importe les motivations, seul le résultat compte. Pour finir, je vous dirais que si vous avez la fibre militante, c'est peut-être le moment de se retrousser les manches. Si vous avez envie de faire avancer les mentalités, au-delà de votre véganisme individuel, eh bien, peut-être falloir vous engager auprès d'associations, peut-être regarder du côté de la politique, faire quelque chose d'efficace, au-delà de votre rituel du quotidien sur vos achats. Parce que ça, réfléchissez-y un instant. Mais vous comprendrez assez vite que ce n'est pas parce qu'on porte des chaussures sans cuir qu'il y a moins de chaussures en cuir sur le marché. C'est pas parce qu'il y a de plus en plus de simili-carnés dans les supermarchés qu'il y a moins de viande. Ça ne sert à rien de se bercer d'illusions. Par contre,
il faut garder espoir et il faut agir. Maintenant, il ne faut pas en faire non plus une obligation. N'allez pas vous considérer comme un mauvais vegan simplement parce que vous n'avez pas d'engagement associatif, que vous n'allez pas militer sur le terrain, que vous ne participez pas à des manifestations, enfin, vous faites rien de particulier. C'est pas ça le véganisme. Ça, c'est du militantisme qui est lié à d'autres concepts. Et c'est utile, ça peut même être nécessaire, mais voilà. Je pense que c'est juste une question de mettre les bons mots sur les bonnes choses. Être vegan, c'est pas suffisant si vous voulez vraiment changer le monde. Mais bon, par principe, soyez vegan, hein, quand même, faut pas déconner. Ah, je sais. Cette semaine, au niveau des produits, je vous facilite pas la tâche. Je sais que je vous ai présenté le jambon de chez Marks & Spencer, qu'on ne trouve qu'en Angleterre. Et là, on va partir sur un produit japonais qui n'a l'air d'être distribué que dans une boutique japonaise à Paris, et qui n'est pas une boutique alimentaire à la base, mais une maison de thé. Il s'agit de la maison Lupicia, dont je ne vous ai peut-être jamais parlé, c'est un tort. Mais bon, c'est une très bonne maison de thé, donc japonais, qui propose un petit coin épicerie avec différentes spécialités. Et étrangement, je regarde parce qu'ils ont quasiment que des produits véganes. Pas que, mais quasiment que ça. Donc ça vaut le coup de jeter un œil. Et la dernière fois qu'on y est passé avec Laura, j'ai regardé et je suis tombé sur un très intriguant produit que voici. Du miso en granulé, en poudre. Quelle étrange idée, me direz-vous, et je comprends, j'ai été le premier interpellé, mais il y avait les 3 flacons, miso, yuzu et miso sésame, avec des petites coupelles de dégustation, présentation, et je ne l'ai pas goûté, je l'ai juste senti. Et il y a vraiment ce nez typique de miso avec une promesse d'umami particulièrement intense. Et quel est l'usage de ces granulés? Eh bien, c'est de faire un condiment, une finition sur un plat pour donner une autre dimension, plus de volume. Donc on pourra effectivement, je sais pas, typiquement faire un plat de riz classique, mettre un petit peu de granulés de miso par-dessus, comme on mettrait du sel, pour que en bouche, ça... Enfin, j'imagine des trucs, hein, ça peut être sur n'importe quel plat finalement, même sur une salade de crudité, alors on va parsemer avec ça. Ça peut être bien. Mais maintenant, je vais goûter et voir si mes théories fonctionneraient. Parce que pour l'instant, j'ai juste l'odeur et le visuel. Allez, voyons ça. Alors déjà, à l'intérieur, il y a un petit sachet anti-humidité. Je pense que c'est simplement parce que le miso risque de capter trop d'humidité et devenir pâteux. C'est vraiment une odeur de miso avec une note légèrement maltée. C'est très intriguant. Et j'ai hâte de goûter. Donc allons-y. Bon, je vous montre avant à quoi ça ressemble. Voilà. Si ça veut bien mettre le point. Voilà. On est sur une poudre qui fait penser à une poudre d'épices quelconque, hein. Voilà. J'ai pris vraiment un tout petit peu, parce que j'ai le sentiment que ça va être puissant et que ça va vite saturer l'essence. Waouh. Effectivement. C'est riche, hein. Alors, c'est pas excessif. Donc quand on tombe sur un grain, ça libère vraiment de la puissance. C'est profond. L'umami est au rendez-vous. J'ai une petite note légèrement toastée. Je pense que c'est lié certainement à un processus de déshydratation. Ou d'assèchement au moins. C'est salin. Donc en cuisine, il va falloir penser à diminuer un petit peu l'apport en sel au niveau de la cuisson des ingrédients, ou même si, comme je vous le disais, on mettait sur une crudité, il faudrait que la vinaigrette soit un peu plus light au niveau de la salinité, sinon ce serait un peu trop. Alors, il faut savoir composer. Comme toujours, hein, goûter les produits bruts avant de les utiliser, c'est le meilleur indicateur pour réussir
à les associer avec quelque chose et que ça sombre pas dans l'excès et potentiellement la déception. C'est très très intéressant, c'est atypique. Je retrouve le caractère du miso, mais avec une autre texture et une autre sensation en bouche. Je suis plutôt content de cette découverte. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, à ma connaissance, on n'en trouve que dans la boutique Lupicia, mais je vais continuer à chercher, à regarder dans des épiceries japonaises. J'ai jamais vu ce type de produit en épicerie asiatique et japonaise particulièrement. Et même hein, sur l'étiquette arrière, c'est bien indiqué importé par Lupicia France. Donc je pense qu'il doit avoir l'exclusivité. Donc si vous habitez à Paris, n'hésitez pas à passer par la rue Bonaparte dans la boutique Lupicia pour découvrir leur gamme de thé. Ça, c'est ce qui est le plus important, mais aussi ce petit coin épicerie et peut-être donc tester la poudre de miso. Je pense que ça en vaut la peine, même si c'est pas pour tous les jours, pour toutes les cuisines, pour tous les plats et peut-être pas pour tous les palais. Mais moi qui suis un peu addict à l'umami, c'est vraiment pour les gens comme moi. Il est vrai que j'ai plutôt pour habitude de partager avec vous mes coups de cœur quand je parle de séries ou de films. Mais parfois, je vous parle aussi de mes découvertes avec les aspects potentiellement décevants, négatifs, etc. Et là, on va être dans un entre-deux. À savoir que techniquement, j'aime bien et on regarde, et à la fois, je vois tous les défauts et tout ce qui fait. Je fais, ah, sérieusement. Mais bon, cette série s'intitule L'été où je suis devenu jolie et c'est diffusé sur Prime Video. Alors déjà, avec un titre comme ça, vous imaginez quelque chose d'un petit peu cucu. Et vous n'aurez pas complètement tort. On va résumer un peu le contexte. C'est l'histoire de Belly, une jeune fille qui va fêter ses 16 ans et qui, tous les étés, depuis qu'elle est enfant, va sur une grande maison de famille en bord de mer qui appartient à la meilleure amie de sa mère. Et elle a grandi entre ces deux familles, sachant qu'elle a un frère et que la meilleure amie de sa mère a 2 fils. Et donc c'est une sorte de grande famille amicale qui grandit ensemble. Et là, vous l'avez vu venir, Belly, elle arrive et elle n'a plus ses grosses lunettes, elle n'a plus son appareil dentaire, elle ne se coiffe plus avec des couettes. C'est devenu une jolie jeune femme. Ouh. Et là, forcément, vous avez tous les archétypes du triangle amoureux avec les deux frères qui la regardent un petit peu autrement qu'une amie, elle qui est très amoureuse depuis qu'elle a l'âge de 10 ans de l'aîné, mais elle n'a jamais eu d'espoir qu'il s'intéresse à elle, etc., etc. Bon. Jusque-là, on est sur des archétypes vraiment très très classiques et on s'enfonce dedans. Alors, la série reste sympa parce que dynamique, avec des rebondissements, des histoires, voilà. Mais même si on est pris par l'intrigue, parce qu'on a envie de savoir la suite et parce que les personnages, quelque part, sont attachants et que la situation est assez dramatique, pour donner effectivement un attrait particulier. On n'est vraiment pas sur une série comique, hein. On n'est pas sur du teen movie en série, on est sur de la comédie dramatique romantique pour adolescents. Voilà, c'est comme ça que je la catégoriserais. Et généralement, moi j'aime bien les trucs pour ados, parce que j'ai toujours eu un attrait pour ce style particulier. Donc c'est pour ça que quand Laurent m'a dit, écoute, j'ai entendu parler de cette série, ça a l'air chouette, j'ai envie de voir. Je lui ai dit, bon, écoute, on va jeter un œil, ça coûte rien. Et oui, on est pris, mais à la fois, il y a tellement d'incohérences, tellement de comportements bizarres, pas rationnels, où on se dit, mais pourquoi ils font ça, alors qu'il y a 2 minutes, ils disaient l'inverse, que ça va créer forcément une situation ingérable, et ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Donc, quelque part, on est toujours un peu agacé parce que c'est pas rationnel d'agir comme ça, alors que
Bon, je vous raconte rien, bien sûr, sinon ça gâcherait votre plaisir. Mais ou alors, on a une théorie, c'est peut-être un problème générationnel. Nous, on raisonne pas comme ça, on voit pas les choses ou le monde de cette manière, mais peut-être que des ados d'aujourd'hui, eux, fonctionnent de cette manière. Techniquement, il y a pour l'instant 2 saisons, la première est finie, la seconde est en cours de diffusion, et je viens de lire qu'il y a une 3e saison de prévue, et là je me dis bah non, j'espérais que la 2e saison soit finale. Il faut savoir que c'est une série qui est tirée d'une série de romans. Donc il y a déjà une histoire construite, je n'ai pas lu ces romans, je ne compte pas le faire. Donc on verra bien, on verra bien. Mais voilà, j'ai un sentiment un peu tiède, un peu mitigé entre oui c'est sympa, on a envie de voir la suite, et à la fois on dit ouais, c'est nul, tellement il n'y a pas de cohérence sur les comportements. Mais bref, je ne vais pas revenir dessus. Je vous laisse seul juge, jetez un œil si ça vous intéresse. En tout cas, c'est distrayant. Bien, il est temps de se mettre en cuisine parce que j'ai très faim. Donc je vais préparer le repas. Et j'ai décidé de travailler le tempeh qu'on a ramené de Londres, qui a l'air très très imposant, mais en fait il est plus léger. J'ai l'impression que le côté blanc doit être assez dense par rapport à la fève elle-même. Bon, voilà, il y a 375 grammes, donc pour 2. C'est bien, c'est très bien, ça va être copieux. Et je vais le travailler d'une certaine manière, une vieille recette que j'ai jamais publiée d'ailleurs, mais que je faisais de temps en temps, et je m'avance peut-être. Mais il me semble que c'est comme ça que j'ai fait découvrir le tempeh à Laura, il y a longtemps, très longtemps. Donc, allez, on y retourne, et je vais partager cette petite astuce peut-être pour vous faire enfin apprécier le tempeh. Bon, bah on est bien. Avouez que ça a une bonne tête, ça donne envie de goûter du tempeh, pour une fois. Enfin, moi, j'ai honnêtement, à part la toute première fois où j'en ai mangé, où je ne savais pas le cuisiner et j'ai pas aimé, toutes mes dégustations de tempeh sont très très bien passées. Voilà, il faut s'y mettre, c'est tout. Bon, alors voyons, est-ce que c'est aussi bien que dans mes souvenirs? Oh oui. Bah, déjà, je peux vous dire que ce tempeh anglais est vraiment bon. Il a une bonne texture. Il a une mâche un peu plus tendre que ce que je connais sur le marché français. Mais beaucoup de caractère, très agréable, et il a bien capté les arômes. Et c'est ça qu'on lui demande, parce que vous l'avez bien compris, entre la chauhu, le vinaigre balsamique, et puis les huiles, les épices, forcément, ça donne du goût. Et c'est ça qu'on veut. Donc les petits goûts, soi-disant amers, qu'on peut retrouver dans le tempeh, je pense que ça dépend vraiment de la qualité du tempeh, parce que moi, honnêtement, là, il n'y a rien du tout.
Surtout avec la sucrosité de la tomate, ça rajoute quelque chose. Bref, ça, c'est une base de protéines qu'on va pouvoir utiliser avec des légumes, un riz, des pâtes, ce que vous voulez. Hein. Concevez ça comme un élément du repas, pas le repas complet. Bon, parce que là, ça manque un petit peu de légumes quand même. Les tomates, elles sont là juste pour donner du parfum. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est délicieux. Bon, forcément, je suis obligé de vous demander à vous, derrière votre écran, est-ce que vous êtes vraiment fâché avec le tempeh ou au contraire, est-ce que vous appréciez ça? Parce que j'ai l'impression que ça reste un produit très clivant, alors que, à mon sens, c'est juste qu'on ne sait pas forcément bien le cuisiner parce que ça fait pas partie de notre culture culinaire. Et que, comme tout, faut apprendre, faut expérimenter, faut pas se décourager. Moi, c'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, j'adore le tempeh. Bon, voilà, hein, c'est fini. C'est fini. Alors, avant de vous laisser, j'avais une petite question, purement technique, c'est pour moi. Hein, mais est-ce que vous avez pour réflexe, après avoir vu une vidéo chez moi ou chez d'autres personnes, d'aller dans la barre d'infos pour avoir justement des liens vers les sujets traités, peut-être un résumé, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Chacun y met ce qu'il veut dans cette barre d'infos, mais c'est vrai que moi, je l'ai toujours bien entretenu et je suis assez surpris d'avoir régulièrement, soit dans les commentaires, soit en message privé sur Instagram, des compléments d'information me demandant des choses alors que c'est déjà indiqué. Et je me dis, il y a peut-être quelques personnes qui y vont et d'autres pas du tout. Je ne sais pas, ça je n'ai pas moyen de savoir statistiquement ce qu'il en est, donc je m'en remets à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pour usage d'aller dans la barre d'infos pour avoir plus d'infos. Voilà, c'est son rôle. Voilà, l'a bien nommé. Voilà, bon, j'espère que ce journal vous a plu, que vous portez bien. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir de différentes manières. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!